Bonjour tout le monde. Hello everyone. I want to start by congratulating all of the new non-permanent members of the UN Security Council. And although Canada isn't one of them, I want to take a moment to talk about our work on the file. As Canadians know, we embarked on this journey 4 years ago now. We decided to throw our hat in the ring because we saw a unique opportunity to engage with our partners across the UN, build sustainable peace, and make real progress on issues that matter. And that's what we've gotten to do during this campaign. We forged new partnerships, we strengthened existing friendships, and we laid a solid foundation for an even greater collaboration in the future. And that's never been more critical. Now, more than ever, global cooperation is crucial not only to defeat the virus, but to address the great challenges of our time, challenges that transcend borders. Growing our economies, mitigating the impacts of climate change, building a lasting peace, advancing gender equality, protecting our citizens. We have to engage with partners to achieve these goals. Getting this, but rather a means to an end, a means to ensure that our voice was heard and that our values upheld on the world stage. The bid was certainly one way to achieve this, but it's far from the only way. Moving forward, Canadians can count on us to keep working with our partners to make progress internationally on issues that matter to them. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Et bien que le Canada n'en fasse pas partie, je voudrais prendre un moment pour parler du travail qu'on a accompli à cet égard. Comme les Canadiens le savent, on travaille sur ce dossier depuis 4 ans. On a décidé de déposer notre candidature parce qu'on y voyait une occasion unique de collaborer avec nos partenaires au sein des Nations unies, de bâtir une paix durable et de réaliser des progrès concrets sur des enjeux qui comptent pour le Canada. Et c'est ce qu'on a fait pendant notre campagne. On a forgé de nouveaux partenariats, on a resserré nos liens d'amitié et on a préparé le terrain pour accroître la coopération à venir. Et ça n'a jamais été aussi important. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération mondiale est essentielle non seulement pour vaincre le virus, mais aussi pour relever les grands défis de notre époque, des défis qui ne connaissent pas de frontières. On doit travailler avec des partenaires si on veut assurer la croissance de nos économies, lutter contre la paix durable, faire avancer l'égalité des sexes et protéger nos citoyens. L'obtention de ce siège n'a jamais été une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir à une fin. Un moyen de s'assurer que notre voix sera entendue et que nos valeurs sont défendues sur la scène mondiale. Siéger au Conseil de sécurité était une façon d'y parvenir, mais c'est loin d'être la seule façon. Les Canadiens peuvent toujours compter sur nous pour continuer à travailler avec nos partenaires pour faire avancer les dossiers qui sont importants. Across the country, we're starting to reopen parts of the economy, and that's welcome news for everyone. But as we start loosening some restrictions, we also have to strengthen other measures so that we don't lose the progress we've made. As some people start heading back to work, testing and contact tracing is crucial. That's why we've been working with the provinces and territories to ensure that they have everything they need to keep people safe and healthy. And today, we're taking an important step forward toward containing the virus and safely restarting the economy, led by the Canadian Digital Service and with the help of Shopify, BlackBerry, and the Government of Ontario. We've been working on a nationwide mobile app that will notify users if they've been exposed to COVID-19. We will soon begin testing this app in Ontario. There are already a number of other provinces, including BC, who are working with us on this, but it will be available to everyone in the coming weeks. Premier Ford will have more to say on how the app will work in Ontario later today, but I want to thank him and his government for their leadership and partnership. Now, I want to stress that this app will be completely voluntary. It'll be up to individual Canadians to decide whether to download the app or not. But the app will be most effective when as many people as possible have it. Here's how it's going to work. If you test positive for COVID-19,
A healthcare professional will help you upload your status anonymously to a national network. Other users who have the app and have been in proximity to you will then be alerted that they've been exposed to someone who's tested positive. The notification will encourage them to reach out to their local public health authorities. At no time will personal information be collected or shared, and no location services will be used. The privacy of Canadians will be fully respected. Aujourd'hui, on franchit une étape importante en vue de contenir le virus et de rouvrir l'économie de façon sécuritaire. Menée par le Service numérique canadien et en collaboration avec Shopify, BlackBerry et le gouvernement de l'Ontario, on est en train de développer une application mobile à l'échelle du pays qui va informer les usagers s'ils ont été exposés à la COVID-19. On va bientôt tester l'application en Ontario. Plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, travaillent déjà avec nous, mais l'application sera disponible partout au Canada au cours des prochaines semaines. L'application sera volontaire, pas obligatoire, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible. Donc, voici comment ça va fonctionner. Si vous recevez un résultat positif à un test de la COVID-19, un professionnel de la santé va vous aider à télécharger votre statut de manière anonyme sur un réseau national. Les autres usagers qui auront l'application et qui auront été près de vous seront alors alertés qu'ils ont été en proximité avec quelqu'un qui a testé positif. Aucun renseignement personnel ne sera recueilli ou partagé et aucun service de localisation ne sera utilisé. La vie privée des Canadiens sera respectée en tout temps. Depuis quelques semaines, on commence à rouvrir plusieurs segments de l'économie. Mais la reprise présente des défis particuliers pour les différents secteurs. Je pense par exemple à l'industrie culturelle. Depuis le début de la crise, notre gouvernement a été là pour les artistes, les créateurs et les travailleurs du secteur. Le Conseil des arts du Canada estime que l'industrie culturelle a reçu au total plus de 2,5 milliards de dollars, notamment par l'entremise de programmes comme la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale d'urgence. En avril, on a accordé 500 millions de dollars pour appuyer nos artistes, nos créateurs et nos étoiles montantes du sport. Je peux d'ailleurs annoncer qu'aujourd'hui, on lance un portail en ligne pour accélérer le traitement de ces demandes. Les organismes qui désirent obtenir du financement pourront maintenant présenter une demande sur le site du gouvernement. On réalise des progrès importants, mais on sait qu'il reste encore du travail à faire. Au cours des derniers mois, nos musées ont connu des pertes de revenus majeures, ce qui menace les emplois de beaucoup de gens. Notre gouvernement a donc décidé de réaliser un nouvel investissement de 25,7 millions de dollars pour maintenir près de 200 emplois dans 7 musées nationaux à travers le pays. Nos musées racontent nos histoires, rendent hommage à nos artistes et enrichissent nos communautés. Les gens qui travaillent dans ces institutions préservent notre patrimoine canadien. Ils nous permettent d'apprendre du passé et de découvrir ceux et celles qui ont marqué notre pays. Since the beginning of the crisis, our government has been closely monitoring the spread of the virus, its impacts on our economy, and making the right adjustments along the way. We're going to keep listening to Canadians and look for other ways to support them as the situation evolves. I'm happy now to take your questions. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phones first for questions. One question, one follow-up. Over to you, operator. Thank you. Merci. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Conseil de sécurité de l'ONU d'abord. Vous avez dit il y a quelques années, le Canada est de retour. Or, hier, vous avez obtenu moins de votes que le gouvernement Harper en avait obtenu en 2010. Comment expliquez-vous ça? Depuis plusieurs années, on s'engage dans le monde à bien des niveaux parce que c'est dans l'intérêt des Canadiens, parce que c'est dans l'intérêt du monde d'avoir une voix forte pour le Canada, que ce soit sur les changements climatiques, que ce soit sur le développement économique dans les pays les plus vulnérables, que ce soit sur l'égalité homme-femme ou l'aide aux plus vulnérables. Le Canada, depuis plusieurs années, en fait beaucoup plus. Évidemment, on aurait bien aimé pouvoir continuer de porter
porter notre voix encore plus fortement au Conseil de sécurité, mais on a vu depuis plusieurs années que le Canada avait un impact positif et on va continuer d'y travailler. C'est certain que c'est pas le résultat que j'aurais espéré, mais les partenariats, le travail qu'on a fait, l'engagement qu'on a eu au cours des dernières années va certainement continuer dans les années à venir. Suivi, Ray? Ça ne répond pas à la question. Comment vous expliquez que le Canada ait reçu moins de votes et échoué dans cette tentative à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps? Certains y voient un signe comme quoi vous avez échoué à améliorer la réputation du Canada. Je pense qu'on savait très bien d'entrer dans cette course que nos deux compétiteurs, Norvège et l'Irlande, que j'ai d'ailleurs appelé pour féliciter de leur campagne, de leur réussite hier soir et ce matin, avaient 4 ou 5 ans de plus pour travailler à l'avance de nous. On est rentré seulement il y a 4 ans et demi et on a regagné beaucoup de terrain, mais finalement, ça a été trop de recul pour pouvoir l'avoir. C'est sûr que c'est une déception, mais ce qu'on est sur l'échiquier mondial a apporté des résultats positifs pour les Canadiens et pour les gens à travers le monde et on va continuer de travailler avec nos partenaires, avec nos nouveaux amis, avec les pays dans le monde pour défendre le multilatéralisme dans un moment de turbulence et d'incertitude à l'échelle mondiale. Obviously, we would have hoped for a different result yesterday. We've worked very, very hard over these past years to deepen our friendships and create new partnerships on really big issues, from climate change to help for the most vulnerable to women's equality to a range of other issues that is moving the world forward in ways that matter to Canadians both here at home and around the world. Obviously, I was pleased to be able to call Ireland and Norway last night and this morning to congratulate them for a well-run campaign and commit to them that we were going to continue to work with them on all our shared values on the world stage. But the reality was coming in 5 years later than them gave us a delay that we unfortunately weren't able to overcome. I was hoping we would, and we certainly worked hard to do it, but what we were able to do over the few years with this campaign was strengthen and deepen many, many ties and the impact that Canada has around the world in particularly turbulent times. We will remain committed to multilateralism, to engaging constructively and positively in the world because it's something that matters to Canadians and it also matters to many, many countries around the world that Canada continues to be present and defending multilateralism. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Line open. Good morning, Prime Minister. I wanted to ask about the lack of disaggregated data about our economic recovery. Statistics Canada recently suspended its job vacancy and wage survey because its resources are being stretched so thin. That project's existed for for years. It's been much more detailed than the labor force survey. Your departments are also not publishing any data on how the CERB, the wage subsidy, or the commercial rent subsidy are being taken up by province or by gender. This recovery differs by region, but it seems like we're flying blind. So I'm wondering if you're going to divert resources so we can actually measure the recovery more precisely. We know that solid data is the foundation for making the right public policy decisions. This is a very difficult time with COVID-19 where we've had to set up new systems and adjust old systems to better respond. And our focus every step of the way needed to be on getting the help out to Canadians. But at the same time, we've been working closely with Statistics Canada on collecting better data. And we've been working also with the provinces to enable them to get data that is able to be collated at the federal level. We know that we need better data. We need more disaggregated, race-based data, and this is what we continue to work on right now. There's still, as you point out, much improvement to be made, but we are very much focused on understanding how we're doing so that we can get through this even better. Follow up, Dylan? And Prime Minister, I wanted to talk about police forces under provincial jurisdiction. The Winnipeg police have shot and killed 3 Indigenous people in recent months. They were filmed last week kicking a man while he was held down.
Your minister, Dan Vandal, said he's revolted by these incidents, that little has changed over 2 decades in Winnipeg, and he said that your government needs to lead the way in combating what he calls police brutality. So I'm wondering what action you'll take beyond the RCMP and if you'll be pressing Premier Pallister on this in your call this evening. Last week, and certainly again tonight, we will be talking about our shared responsibility over various police services across this country and the need to address systemic racism that exists in all of our institutions, including all of our police forces. That's why I know that it can't just be a federal issue, although there is plenty for us to do at the federal side. We do need to work with all partners on this. This is why we're going to continue to talk not just about making strong statements about committing to fight systemic discrimination within our jurisdictions, but we're also going to be talking about concrete actions that need to be taken at different levels of government right across the country in order to make sure that racialized Canadians and Indigenous Canadians don't continue to suffer the kind of daily lived reality of discrimination that is all too common. Nous allons parler ce soir, encore une fois, avec les premiers ministres de la discrimination systémique, de nos responsabilités collectives pour différents paliers de services de police, pour assurer qu'on est là pour faire les changements nécessaires. Certainement, le gouvernement fédéral a beaucoup de travail à faire, beaucoup de leviers sur lesquels on peut tirer pour améliorer les choses de façon concrète, mais nous devons travailler avec les autres paliers de gouvernement et c'est ce que nous allons faire, et pas juste pour s'engager à faire mieux, mais directement sur d'élaborer des plans concrets et des actions concrètes qui vont améliorer la situation pour des Canadiens qui font face à la discrimination quasiment tous les jours. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Next question, Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Good morning, Prime Minister. Do you believe the RCMP disproportionately uses force against Indigenous peoples, and if so, why? I think we've seen data that suggests that Indigenous people are at greater risk of mistreatment or excessive force used by police services, including the RCMP across the country. And that's just a clear and vivid illustration of systemic racism, systemic discrimination that exists within our country and across a range of institutions. We need to work hard to address this, to change the protocols. I've had conversations with the commissioner of the RCMP on this, and I know I'm going to have the opportunity to speak with provincial premiers tonight on what we can do in various police forces across this country. This is something we do need to address, and soon and rapidly. Nous reconnaissons que c'est une réalité que les peuples autochtones et les Canadiens racialisés sont souvent victimes de plus d'agressions ou d'actions néfastes par les services de police. Nous devons d'adresser cet élément qui est une illustration du racisme systémique, de la discrimination systémique qui existe à l'intérieur de nos institutions. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des conversations avec la commissaire de la GRC, mais aussi avec les premiers ministres des provinces pour qu'on prenne des actions concrètes pour mieux servir et protéger les Canadiens issus de milieux minoritaires. Follow-up, Christy. And Prime Minister, there are now calls for an independent investigation to be launched by your government of the RCMP's conduct, including its use of force against Indigenous peoples. Is your government on board? As I've said many times, we are going to be taking strong, bold, concrete actions to go at systemic discrimination in this country, and that includes measures within our justice system, measures around policing, but also measures around economic opportunity and community supports. There is a range of things that we need to do to counter systemic discrimination, the lived reality of far too many racialized and Indigenous Canadians who suffer every single day. We need to do much more, and that's why we are working with them to establish rapidly the concrete actions we're going to move forward with shortly. Thank you. And we'll take one more question on the phone. Operator. Thank you. Merci.
Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Vous allez parler aux premiers ministres provinciaux ce soir, notamment de racisme systémique. M. Legault, au Québec, refuse de reconnaître qu'il existe du racisme systémique. M. Singh a traité un bloquiste de raciste hier à la Chambre et dit que de refuser de reconnaître l'existence de racisme systémique, c'est d'être raciste. Est-ce que vous partagez cette vision? Ben d'abord, je suis très déçu que le Bloc québécois continue à ne pas reconnaître que le racisme systémique existe au Canada, partout au Canada, dans nos institutions. Je pense que la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème pour pouvoir l'adresser. Et j'espère que le Bloc et d'autres organismes et paliers de gouvernement vont reconnaître que le racisme systémique existe pour pouvoir mieux le contrer et l'adresser. Par rapport à ce que M. Singh a dit, c'est pas à moi de dire à un Canadien racialisé qui ne devrait pas rendre des autres mal à l'aise par ses propos quand ça vient à une question de racisme et de discrimination. Je pense que beaucoup trop de Canadiens vivent cette discrimination et malheureusement, c'est des conversations qui rendent inconfortables, mais c'est des conversations essentielles si on est pour avancer en tant que pays. First of all, it is disappointing that the Bloc Québécois continues to refuse to accept that systemic discrimination, systemic racism exists within our country, in every part of our country, and in all our institutions. Recognizing systemic discrimination is the important first step towards being able to address it and ensure better opportunities, outcomes, and lived realities for racialized Canadians and Indigenous Canadians particularly. In regards to what Mr. Singh said, it is not for me to criticize any Canadian, particularly not the only racialized leader in the House of Commons, for making other people uncomfortable by calling them out for not recognizing systemic discrimination. I think we need to recognize that these conversations are going to make people uncomfortable. But it has been the lived reality of racialized and Indigenous Canadians for far too long. And we need to continue to move forward in a way that attempts to bring people together. But yes, we are going to make some people uneasy with recognizing things have to change. Suivi, Marie? Oui, merci. Et donc, vous êtes déçu que le Bloc continue de ne pas reconnaître le racisme dans les institutions. Qu'en est-il alors de François Legault? Je pense qu'à travers le pays, différentes personnes sont à différents niveaux de reconnaître le problème, mais j'espère que les conversations qu'on est en train d'avoir, les voix fortes qui s'élèvent pour souligner des problèmes et ceux qui veulent travailler ensemble pour créer des solutions nous donnent beaucoup de confort qu'on est en train d'aller dans la bonne direction et on espère que tout le monde va commencer à reconnaître le travail qu'il y a devant nous et s'y mettre à la tâche. I think there continue to be people across the country who struggle with the idea of systemic discrimination, but the sooner we recognize that it exists and that we need to move forward together, the more we listen to the lived reality of racial Canadians, of Indigenous Canadians, the more we understand the challenges that are being faced every single day in our institutions, in our country, the more we are going to be able to address them and improve our country and actually be more the country that we all know we want to be in our hearts. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. Même dans les pays où les applications de traçage sont utilisées et où elles sont le plus populaires, il y a à peine 40 % des gens qui l'utilisent, alors que ce n'est pas suffisant pour que ce soit utile, disent la santé publique là-bas. En Grande-Bretagne, ils ont décidé de laisser tomber pour des questions de vie privée. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez qu'au Canada, les Canadiens vont être davantage intéressés à souscrire à cette application-là et qu'on n'aura pas... Ces expériences par rapport aux applications ailleurs dans le monde dans les mois passés
était basé sur des applications qui existaient en avant du téléphone, qui devaient rester actifs sur votre téléphone pour pouvoir fonctionner, et ça attirait trop d'électricité de la batterie, c'était trop compliqué à utiliser. Cette application, maintenant, repose sur une modification faite par Apple et Google au téléphone dans leur système d'opération qui nous permet de télécharger l'application et de l'oublier complètement. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que l'application fonctionne. Si vous testez positif, ils vont de façon anonyme créer un code qui soulignera que les gens qui seraient en proximité avec vous vont être alertés, mais c'est tout ce que vous avez à faire. Vous allez recevoir une alerte si vous aviez été en proximité de quelqu'un qui a par la suite testé positif, et vous pourriez appeler au service de santé publique. C'est une application hyper simple. On a appris les leçons de ce que les autres gens ont fait à travers le monde, et on sait que c'est le genre de chose qui est simple, qui est complètement anonyme, qui reste complètement volontaire par rapport aux actions de l'utilisateur, mais qui va être extrêmement puissant pour nous aider à rouvrir l'économie de façon sécuritaire. Over the past months, we've seen a number of different applications put forward by various jurisdictions around the world that, you're right, didn't really work all that well. Some of the challenges were that these applications needed to sit in the foreground of your phone and therefore drained batteries, and you had to work to keep them active quite regularly. In the past weeks, Apple and Google put out major upgrades to their operating systems that allow this application to work in the background. So you don't have to do anything around this application other than download it. If you test positive, they will plug in a code that alerts any phone that has been close to yours that you have now tested positive. And if you have a phone that alerts you that you may have been in proximity with someone who subsequently tested positive, you can just call public health and they'll work through the next steps that you have to do. It's something you can just download and forget about. And because it's completely anonymous, because it's low maintenance, because it is completely respectful of your privacy, including no location services or geotagging of any sort, people can be confident that this is an easy measure that they can have to continue to keep us all safe as we reopen, as we get more active. This is an approach that we are confident is going to make a big difference, and Canadians can do this and forget about it. Une des préoccupations des gens, c'est notamment la vie privée. Vous expliquez un peu comment ces données-là vont être protégées, mais j'essaie de comprendre d'abord où seront gardés ceux qui seront sécuritaires. Est-ce que le commissaire à la vie privée a été impliqué dans ces décisions-là? Et comment allez-vous convaincre les autres provinces qui sont réticentes à se lancer dans l'aventure? La façon de penser à l'application, c'est en trois volets. D'abord, il y a l'application qui serait une application nationale qui sera ajustée pour chaque province qui s'implique pour que les gens aient l'information des services de santé locaux qu'ils vont pouvoir avoir. Mais l'application est nationale, pan-canadienne. C'est une application pour partout au pays, et que vous soyez de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique en visite ailleurs dans le pays, ça va continuer à fonctionner. Deuxièmement, le registre, la banque de données, sera détenu par le gouvernement fédéral, et il va contenir juste des codes anonymes associés à différents téléphones où il n'y a aucune information personnelle ou qui puisse vous identifier du tout. Ça va juste être un code qui se sera associé à il y a un test positif associé à ce code, ou non, il n'y a pas de test associé à ce code. Donc, le registre sécuritaire sera contrôlé par les services numériques canadiens, Canadian Digital Services, du gouvernement fédéral, entièrement sécuritaire, entièrement au Canada. Le troisième volet, c'est les services de santé publique de chaque province et territoire. Leur responsabilité, ça va être, lors d'un test, d'assurer que le code soit avisé de façon anonyme que ce téléphone est associé à un test positif. Et par la suite,
si quelqu'un reçoit une alerte qu'ils auraient pu être en contact avec quelqu'un, en proximité avec quelqu'un qui a été testé positif, ils vont appeler Santé publique pour dire je pense que j'ai peut-être été en contact avec quelqu'un qui est testé positif. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est le service de santé publique qui va s'en occuper. C'est tout à fait anonyme, c'est tout à fait rigoureux. Oui, on a travaillé avec la commissaire à la protection de la vie privée, on a travaillé avec BlackBerry et Shopify et des différentes façons d'assurer que tout soit privé et anonyme. Et les gens peuvent avoir confiance que ça va être un outil extrêmement utile pour nous permettre d'assurer une meilleure recherche de contact par rapport à la COVID-19. English, please. I think the way to think about this app is actually in 3 different sections. One is the national app that everyone can download that will be customized for each province, but it will be one app that whether you download it and live in Ontario and travel to BC or travel to the Northwest Territories, if that becomes an option, it'll work everywhere across the country. So it's one app for all Canadians, and there are over 30 million smartphones that could take this app in Canada. So we can talk about a significant portion of the Canadian population that could be protected by this app that you can download and then forget about. The second part of it is obviously the national database. There will be a database of randomized codes associated with each smartphone that has this app that will be divided into 2 columns, those who may have tested positive and those who have not tested positive. So if your phone gets in proximity for a certain amount of time at a certain closeness to another phone, it'll register that it has had contact with that anonymized number. Not a phone number, but an anonymized identifier for the app. A few days later, if that person you were in proximity with tested positive, you will get a notification to reach out to your local health services. So the third part of that app is the local, provincial, or territorial health services that will ensure that when someone tests positive and they have the app is notified that that random number associated with your phone goes into the red column. On top of that, if you are notified that you were, over the past few days, in proximity with someone who then tested positive, you'll be encouraged to call your local health authorities to say, I think I just got an alert that I was in proximity with someone who looks like they just tested positive. What do I do? And the local health authority will walk you through that. And it's completely separate from the app at that point. It's the same thing as if you realize that your grocer that you just had a conversation with 2 days ago suddenly tested positive, and you should probably call your local health authorities. So it's an extra tool that helps people move forward with confidence that we're going to be able to track and trace more of the exposure or the potential sharing of the COVID-19 virus around the country. It is an extra layer of protection that goes on top of everything else we're already doing, and that's why we're encouraging people to download the app once it becomes available in early July. Hi, Prime Minister Tom Perry, CBC. Is there a level that you're trying to hit in terms of the number of people downloading the app? And if you don't reach that level, is there a plan B? I think any amount of people that download it will be useful for that person and for our society. But that's certain that if we can talk about a 50% update, for example, uptake or more, then it becomes extraordinarily useful, not just for having people know that, oh, okay, they were in proximity with someone who then tested positive, so they should reach out to public health, but it'll actually allow us to have a better sense of when there are spikes or resurgences of a virus in a particular area or not, because more people will be getting that notification and calling their local public health authorities. So any level of uptake would be useful, but because it is such a simple procedure, you download it for free, you leave it in the back of your phone, and you forget about it until suddenly it tells you, oh, you may have been in proximity with someone who reach out to your public health authority. It's something that we expect that a lot of Canadians are going to realize here is a tangible thing they can do to keep us safer as we move forward in the reopening. Okay. Évidemment,
c'est un outil qui va être encore plus utile le plus il y a de gens qui téléchargent cette application. Si on peut atteindre le 50% ou plus, ça pourrait avoir un impact vraiment transformateur sur notre réouverture. Mais même s'il y a juste quelques personnes qui le font, ça va être un outil qui va aider, un outil de plus qui va aider avec la recherche des contacts. Mais ce qu'on sait, c'est que puisque c'est tellement facile, on a juste à télécharger et à l'oublier et l'application va par la suite complètement anonymement vous alerter pour vous dire vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un qui a testé positif pour le virus par la suite. Vous devriez appeler vos autorités de santé publique pour leur demander quoi faire. C'est quelque chose qui a toutes sortes d'avantages pour l'individu et pour la société, sans d'inconvénients, parce que c'est anonyme, il n'y a pas de service de localisation ou de géographie dedans, c'est complètement sous le contrôle de l'utilisateur et c'est tout à fait sécure. Donc, on s'attend à ce que beaucoup de Canadiens vont vouloir faire leur part de façon extrêmement simple pour que si jamais il y a une éclosion de la COVID-19 dans un endroit ou l'autre, on puisse le voir rapidement avec des gens qui se font alerter rapidement qu'il y a peut-être une proximité qu'ils devraient connaître et devraient prendre des actions. But if you don't get that 50% or higher, is there a plan B? And I mean, how much more complicated does that make contact tracing? Now is being done with hundreds and even thousands of people across the country who are doing it manually, and that will continue. What this app provides is an extra layer of effort that is removed. If someone has the app and is notified by the app that the person that they contacted with or the person they sat next to in a cafe subsequently tested positive, that prevents that person in the cafe from having to explain, well, I was in the cafe at this particular time, and, you know, I think Jim from down the street was sitting next to me. Maybe you should call them to tell them that they might have been exposed to me. The app does that automatically. So it is a layer of additional effort, but it is in addition to all the contact tracing that we're doing right now, all the control we're having. It adds to our capacities in a very useful way if there is strong uptake. But what we're doing as it is continues. Kevin Gallagher with CTV National News. I just want to go back to yesterday in the House, Prime Minister. I want to ask you, do you think that Alain Terrien with the Bloc Québécois was racist by voting against the motion from NDP leader Jagmeet Singh that there's systemic racism in the RCMP? I think it remains problematic that the Bloc Québécois refuses to recognize systemic racism in the RCMP and in this country. The first step is recognizing that there is a problem so that we can address it, and it is unfortunate that they continue to resist recognizing the lived reality of millions of Canadians who are Indigenous or racialized. But you won't comment on your opinion on what you think that action means. Do you think that that action in the House, by purposely voting against the motion, do you think by that in itself, this is what Mr. Singh is alleging, of course, that that in itself was racist? First of all, that's something for the Bloc Québécois members themselves to explain why they continue to resist recognizing the lived reality of far too many people that systemic discrimination does exist in this country. Secondly, in regards to Mr. Singh, I think it is important that we recognize that racialized Canadians whose lived reality is discrimination and microaggression all too often, have are allowed to make people uncomfortable in bringing out these issues. I think it's important that we recognize when the only racialized leader in the House of Commons makes a statement like that, that it comes from a place that, yes, will make people uncomfortable, but needs to be dealt with as we move forward as a country. Je pense que c'est au Bloc québécois d'expliquer pourquoi ils ne pensent pas que cette réalité vécue par des millions de Canadiens de discrimination et de racisme
n'existe pas, que le racisme systémique, la discrimination systémique n'existe pas. Je pense que c'est important de souligner que des Canadiens d'origine diverse, comme le leader du NPD, font face et savent très bien qu'il y a de la discrimination systémique dans ce pays et qu'ils portent des propos qui rendent inconfortables certains de temps en temps, mais ça fait partie du processus à travers lequel on doit passer pour comprendre qu'il y a un problème et pour commencer à régler ensemble ce problème. Et j'espère que le Bloc québécois va comprendre qu'il faut qu'on travaille ensemble pour contrer ces effets néfastes du racisme systémique. Prime Minister Janet Silver, Global News. I want to go back to the app that you just announced, and you said that the privacy of Canadians will be fully respected. I'm wondering whether or not the Privacy Commissioner has been involved with this new app, and if he has not, will he be? And also, do you have buy-in from all the provinces? The Privacy Commissioner has been worked with on this app. It is extremely important that we make sure that Canadians' privacy is protected, not just for their sake, but because we know that uptake of this app won't be there if people are worried for their privacy. That's why it functions entirely on an anonymized basis. There are no identifiers of your phone, of your number, of your identity, of your address, or even of your location that is any part of this app. A random code associated with your phone will be held in a secure national database that will be consulted by the apps across the country to see whether that randomized code has tested positive for COVID or not. If it has tested positive, your phone will tell you that, oh, you've been in proximity with someone who subsequently tested positive for COVID, so you should probably call your local health authority. That's what it is. It's super simple, it's super secure, and we've worked very, very carefully to ensure that it is that way. It will be available as of the beginning of July right across the country. The app is there. The national database of anonymized data is there to be consulted by the app right across the country. The third part of the app is integration into the local public health services so that when someone is tested positive, that the app is notified that they are tested positive. That requires working with the provinces on that. We have a number of provinces already moved forward on that. But even if you're visiting a province that does not have the app, you can still make sure that you're being protected because people who have the app in that province, even if their public health authority hasn't signed on to it, but who are in contact with someone from Ontario who then goes back to Ontario and tests positive, they'll be notified that they had been exposed to someone who had the app. Obviously, it'll work better once all provinces and territories are part of it, because what we've seen from other jurisdictions is when you can have one clear, extremely simple, download and forget about it app that is totally secure and completely anonymized, and yet an extremely effective tool to continue in a safe reopening of our economy, the uptake will be quite high right across the country. Okay. L'application va être disponible à travers le pays à partir du début juillet. Le registre national, la banque de données nationale d'informations anonymisées par rapport à là en place, mais nous avons besoin des différentes provinces pour travailler avec nous pour que les travailleurs de santé publique puissent enregistrer un code unique anonyme pour quelqu'un qui a testé positif, pour que ceux en qui cette personne aurait pu être en contact dans les derniers jours soient notifiés ou alertés qu'ils devraient parler à leur autorité de santé publique locale. Même si on est dans une province où ils n'ont pas fait ces mesures de notification pour la santé publique encore, si quelqu'un est en visite de l'Ontario, par exemple, et vous avez tous les deux les applications, il y a une proximité d'établie. Si la personne retourne en Ontario, se fait tester positivement et l'application est notifiée, même dans cette province qui n'a pas le système, vous allez pouvoir être notifié que
vous avez été en proximité de quelqu'un qui a par la suite testé positif. Donc, c'est un outil qui fonctionne beaucoup mieux quand tous les provinces et territoires vont en faire partie. Mais même si votre province ou territoire ne l'a pas encore, une fois que ça commencera, il y aura une certaine utilité de l'avoir. Alors, on s'attend à ce que pas seulement les Canadiens à travers le pays le fassent, mais que les provinces et territoires vont voir que c'est un système simple qui peut aider dans leur travail à protéger leurs citoyens. Prime Minister, we now have over 100,000 people who have been diagnosed with COVID-19, and there are still discrepancies across the country, even within communities, as to where and when you wear a mask. I'm wondering whether or not your government has any regrets that we didn't ask Canadians to wear a mask sooner, and as we head into a possible second wave, what more you can do to encourage people to wear masks when they go out. I think in the first months of this COVID-19 pandemic crisis, we were very strongly encouraging people to stay home, to not go out, and to keep very rigidly socially distanced when they did go out for groceries or for whatever reasons they had to go out for. We were concerned, I think public health authorities were concerned that masks could give a false sense of security that might not arrest the spread of COVID-19 as effectively as being properly isolated actually did. But now, as people are re-engaging in society, as we have succeeded in flattening the curve, there is more opportunity for people to go out and wear a mask as they do. I think we need to remember that masks do not protect you as much as staying home would or as keeping a full 2 meters distance from each other, but it is an additional measure that we see more and more Canadians using right across the country in order to keep them safe and to keep their loved ones safe. Je pense que dans les débuts de cette pandémie, la priorité, c'était de garder les gens chez eux. Parce que la meilleure façon d'arrêter, d'empêcher l'expansion de la COVID-19, c'était justement de garder les gens chez eux et de ne pas sortir dehors à moins que c'était absolument nécessaire. Et l'idée que des masques pourraient donner un faux sentiment de sécurité ou de protection était une préoccupation pour beaucoup de gens de santé publique. Mais maintenant qu'on a réussi à aplatir la courbe de façon significative à travers le pays, dans la plupart des endroits au pays, et on commence à repartir l'économie locale, les gens commencent à retourner au travail, on reconnaît que oui, la meilleure façon, c'est toujours de rester chez eux et de garder 2 mètres de distance, mais c'est recommandé de porter un masque si vous allez être plus à proximité des gens parce que ça va continuer de limiter l'expansion de la COVID-19 sans vous donner une invulnérabilité toutefois. Et alors, il faut garder ça en tête, mais je sais qu'on est en train de voir beaucoup plus de gens porter des masques quand ils sortent en public ou quand ils sont en proximité, ou ils sortent, ils gardent leur masque dans leur poche, ils le mettent quand ils rentrent dans un magasin. C'est les genres de comportements qui vont nous aider à continuer à lutter contre la COVID-19. Merci beaucoup tout le monde.